après le début de la crise du coronavirus. Une partie des opinions dit tant mieux. Personne ne se réjouit évidemment des malades et des morts, mais une partie des opinions dit tant mieux, voilà ce qui devrait se passer à l'idéal, la pollution qui décroît, l'économie qui décroît, hein, ceux qui veulent cela. Est-ce que vous partagez ce point de vue, les Amazones? On peut évidemment pas se réjouir d'une épidémie. Hein. En revanche, ce qui est certain, c'est que tout à coup, la santé prime et des considérations de l'ordre de l'intégrité physique, qui est quand même la base d'une vie en harmonie sur Terre, eh bien, passe avant d'autres intérêts et notamment des intérêts économiques. Et je pense que c'est central. Et c'est clair que cette situation, ça peut aussi nous amener à expérimenter ce que c'est de placer les bonnes priorités. Après, toute la question, c'est la manière dont ça se passe. En Suisse, on est dans un pays très décentralisé, très démocratique. On n'est pas du tout habitué à une décision comme ça émanant d'en haut et qui nous contraint toutes et tous, ici aussi, à ne pas faire tel et tel acte. Et je ne pense pas que c'est comme ça qu'on y arrivera sur la question climatique, à savoir une décision qui vient du haut et qui s'étend sur tout le monde. Vous m'avez serré la main tout à l'heure. Moi, je respectais à peu près les consignes. Vous tenez ma main, vous m'avez serré la main. Voilà. C'était en off. Pablo Servigne, vous, qu'est-ce que vous ressentez? Il y a ces gens qui ironisent sur le net en disant le coronavirus a plus fait contre le transport Oui, aérien que Greta Thunberg. et c'est Oh, vrai, d'une factuel. certaine manière, c'est vrai. Ouais. Certaines personnes se réjouissent, d'autres pas. Et souvent, c'est pas les mêmes personnes qui se réjouissent parce que le coronavirus, alors c'est la boutade, est-ce qu'il est de gauche ou de droite, ce Mhm. virus? Parce qu'il a réussi la décroissance, il met en danger la finance mondiale, les banques centrales impriment, il y a un risque vraiment d'effondrement financier, mais il y a des risques aussi identitaires, de repli, de fermeture des frontières. Euh, Certains se réjouissent parce qu'on pourra avoir une excuse pour empêcher les migrants de passer, enfin les Mhm. réfugiés. Il y a des risques dans tous les sens. Donc voilà, c'est assez complexe comme question. En tout cas, c'est une belle photo, disons belle, enfin, c'est une bonne photo de la vulnérabilité de nos sociétés qui sont paradoxalement puissantes et vulnérables. Certains diront, est-ce que ça n'est pas le révélateur d'une joie un peu malsaine dans des milieux écologistes, dans des milieux pro-climat, qui au fond veulent une décroissance et parfois le veulent d'une manière parfois qui inquiète une autre partie de l'opinion, hein, qui dit ils veulent l'effondrement de la civilisation, certains même veulent un recul de la démocratie. Il y a parfois une joie malsaine, est-ce qu'il faut s'en méfier? Oui et non, c'est-à-dire que effectivement cette joie et cette excitation qu'on peut rencontrer assez souvent dans les milieux Mm. écologistes, militants, activistes, je pense qu'elle est de deux natures. Il y a vraiment, on retrouve effectivement une sorte de pulsion morbide. Enfin, tout va se casser la gueule. Ouais. Enfin, c'est ce qu'on appelait les savapétistes, ceux Mm. qui sont contents, ça va C'est pas péter, mal, le savapétisme, qui est on plutôt apprend. basé sur la colère Ouais. et le ressentiment et des sentiments assez négatifs. Alors que on peut trouver, et c'est très largement aussi répandu, une certaine excitation, une joie d'enfin voir les choses se déverrouiller. On retrouve notre puissance d'agir, la jeunesse retrouve un horizon, peut-être recréer un autre monde, parce que le monde de la génération des boomers, par exemple, Mm. est en train de lâcher, et quand le grand arbre s'effondre, on sait que les jeunes pousses peuvent enfin émerger. Donc ça, c'est une joie tangible. Est-ce qu'il y a du savapétisme dans vos milieux? Non, je crois pas. En tout cas, j'en ai pas tellement Mm. rencontré. Euh, Ce qui est clair, c'est qu'il y a un peu de désarroi parfois face à un système auquel on participe. Hein. Les Verts et les Verts sont représentés au Parlement, pas au gouvernement, mais au Mm. Parlement. On essaye de faire bouger les choses et puis on a l'impression que c'est tellement difficile, c'est tellement verrouillé et les forces qui sont en présence sont tellement plus fortes Mm. que justement des considérations d'ordre, je dirais, solidaire, d'ordre du long terme. Et du coup, face à parfois une frustration, une sensation de piétinement, ben oui, il peut y avoir une envie de s'orienter Ouais. vers d'un autre côté. Moi, pour ma part, je suis vraiment, je crois beaucoup dans la démocratie et je pense que les
les changements doivent venir du bas avec une forte mobilisation, mais doivent pouvoir ensuite être... on doit pouvoir convaincre, on doit pouvoir montrer que c'est possible, donner envie, donner confiance. Pour les non-suisses, vous êtes sénatrice, c'est la Chambre haute. Il était un peu étonné, Pablo Servigne, qu'on ait comme ça en Suisse des sénatrices comme ça. Pour vous, le Sénat, c'est plutôt Gérard Larcher. Enfin, c'est un peu le préjugé, hein, mais enfin, il y a beaucoup de messieurs là. Voilà, vous étiez un peu étonné, franchement, au premier C'est étonnant, Ouais. c'est étonnant. C'est plutôt... Si on revient vraiment à la question de base que pose notre débat, l'urgence, qu'est-ce que ça veut dire exactement l'urgence? On sent bien que dans la population aujourd'hui, il y a ceux qui disent l'urgence c'est maintenant, ceux qui disent calmons-nous, l'urgence c'est peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. Il y a ceux mêmes qui disent attention, l'urgence c'est peut-être dans 100 ans, dans 200 ans, mais enfin, il n'y a pas non plus des tsunamis à nos portes, il n'y a pas des catastrophes à tous les coins de rue, etc. Quand vous dites l'urgence, c'est quand? C'était hier, hein, c'est déjà passé. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas déjà passé, mais c'est toujours plus fort. Et c'est clair qu'il y a des événements d'ordre catastrophique à nos portes, pas seulement à nos portes. Ils sont déjà là, on les a déjà vécus, même en Suisse, on les a vécus avec ces coulées de boue, notamment qu'on a eu. C'est des moments où je dirais nos repères s'effondrent aussi parce qu'on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus quelles sont nos priorités. Et je pense que c'est pour ça que l'urgence, elle est extrêmement forte. La difficulté en Suisse, de mon point de vue, c'est qu'on vit quand même dans un confort considérable. Et donc, je pense qu'il y a une difficulté à oui, peut-être palper l'urgence au quotidien pour pouvoir y répondre. Et quand même, dans notre chaîne, il y a un groupe créatif qui s'appelle Tataki qui a fait des simulations où on montrait par exemple la gare de Lausanne détruite en 2050, ou bien les bains des Paquis à Genève asséchés en 2050. Et on voit bien le jeu des générations, vous parliez des boomers. Dans la jeune génération, certains disent « Ah bah oui, peut-être qu'en 2050, ce sera comme ça ». Mais chez les boomers, la plupart des gens, une grande partie en tout cas, dit « Mais non, on dit n'importe quoi. Là, c'est peut-être que ce sera un jour, dans 300 ans, dans 500 ans, mais pas en 2050. Là, on plaisante. » Est-ce que vous entendez ces objections-là? J'entends pas des objections, j'entends plutôt une difficulté à passer de la prise de conscience à vraiment la concrétisation dans l'esprit de ce que ça signifie. Et c'est très théorique, alors que ça nous touche pas du tout théoriquement en réalité. Et c'est pas facile, et même, je veux dire, même pour moi, enfin, c'est difficile d'envisager les choses. Et du coup, c'est difficile d'agir, et puis aussi de se dire, ben, ça veut dire qu'il faut peut-être renoncer à certains privilèges si on veut pouvoir répondre à cette urgence de manière globale. Pablo Servigne, ceux qui vous ont lu savent, une de vos théories, c'est que les effondrements se passent souvent dans l'inconscience, hein, c'est ça? Les civilisations, elles sont là, elles ne se rendent pas compte. C'est comme quand le Titanic n'a pas compris que ça se passe mal. On est souvent inconscient, c'est une de vos théories. Oui, dans le déni en tout cas, mais Ouais. c'est pas mes théories. Donc nous, ce qu'on a fait avec Raphaël Stevens, c'est surtout compiler toute la littérature scientifique, toutes ces disciplines qui parlaient de collapse. Donc vous voulez savoir, collapse, effondrement, les scientifiques qui parlent anglais amènent ce mot collapse. Il y en a plein d'autres, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et donc on a essayé de comprendre et de faire du lien entre l'effondrement des oiseaux, des écosystèmes, des insectes, mais de la bourse, du climat, des golfs, des courants océaniques, etc. Et, donc il y a comment dire, les mauvaises nouvelles sont tellement énormes, on se les prend dans la figure, il y a une part de déni, c'est une protection cognitive, c'est tout à fait normal, on se dit non, c'est pas possible, vous savez, quand vous perdez un être cher, un accident de voiture ou peu importe, ou une maladie grave, non, mais c'est pas possible. Alors il y a des phases, comme on s'est aidé des phases de la fin de vie de Kubler-Ross, qui parlait des phases de déni, puis de colère, de tristesse, et puis de marchandage, comment dire, et puis d'acceptation. Je retrouve plus le mot en français. Et en fait, c'est exactement ce qu'on observe, c'est-à-dire que quand on parle des catastrophes, on découvre le changement climatique, on lit toutes ces mauvaises nouvelles dans les articles scientifiques, il y a une sidération, il y a un déni. Non, mais je suis tout seul à penser ça. Il y a plusieurs mécanismes de déni. En fait, il y a une biodiversité des dénis. Je me rappelle, vous avez entendu dire que, par exemple, les Romains, dans la Rome antique, quand Rome s'est effondrée, avaient ce type d'inconscience. Oui, en fait, c'est même Jared Diamond, le
le scientifique américain qui a écrit ce best-seller Effondrement, Collapse, en 2005, et il disait justement qu'il y a 5 facteurs d'effondrement de toutes les civilisations, et le seul commun à toutes les civilisations, le 5e, c'est l'inconscience des élites politiques, économiques, qui ne se rendent pas compte. Moi, j'ai cette image de, vous savez, le dessin animé Bip Bip et le coyote, et à un moment, ils arrivent au-dessus d'une falaise, et puis le coyote, il est là au-dessus de la falaise, il fait « oh oh ». Et ces 2 secondes de « oh oh », voilà, ça c'est l'image des élites devant les catastrophes. C'est-à-dire qu'elles sont dans un confort, elles baignent, elles ne se rendent pas compte physiquement des catastrophes qui sont en train d'avoir lieu, et elles prennent les mauvaises décisions parce qu'elles n'ont pas les bons retours. Et c'est trop tard. Et en prenant ces mauvaises décisions, elles précipitent justement les effondrements. Mais je vous pose la question que je posais à Lisa Mazon. Qu'est-ce que vous dites à cette partie de l'opinion qui dit les signes, en réalité, sont pas si nombreux? Bien sûr, il y a tout à fait des rapports tout à fait irréfutables sur un recul de la biodiversité, par exemple, le trouble météorologique, mais dans la vie de l'occidental moyen, actuellement, en réalité, on a l'impression souvent une forme d'ambiguïté. Il est convaincu qu'il faut faire des choses, mais il ne voit pas autour de lui des catastrophes majeures pour l'instant. Mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'on est tous, nous, les plus riches de la planète, enfin, dans une bulle de confort qui nous empêche de ressentir les désastres qui sont là. Et quand je dis désastres, c'est pas seulement les oiseaux, les insectes. Il y a des classes sociales, des langues, des cultures, des pays qui sont effondrés ou qui sont en cours d'effondrement. Des peuples, enfin c'est dramatique. Et on le sent pas parce qu'on voit des images, on peut s'en détourner. Et encore, il y a des classes sociales dans nos pays qui sont vraiment impactées. Et on a une capacité infinie à mettre des œillères, à fermer les écoutilles. Si on reste un instant à ces notions-là, hein, ça va bien ou ça va pas bien, on sent vraiment que ça devient un clivage majeur, hein, presque aussi important que gauche ou droite dans notre monde. Ceux qui pensent que, en gros, notre monde va mieux qu'avant, et ceux qui pensent le contraire. Même à l'ONU, qui n'est pas un organisme très marqué à droite aujourd'hui, beaucoup disent oui, la pauvreté a reculé, la mortalité infantile a reculé à l'échelon mondial, on vit mieux. La plupart d'entre nous, sans doute, ici, nous vivons mieux que nos parents. Nous mangeons plus varié, nous nous déplaçons beaucoup plus. Et en même temps, ça irait moins mal, ça irait moins bien. C'est quoi la vérité? Bon, c'est toujours extrêmement relatif. Par exemple, sur la pauvreté, il faut voir aussi l'extrême pauvreté. On parle des moyennes, bien voilà. sûr. Oui, mais c'est important parce qu'en réalité, ensuite, très concrètement, c'est des individus personnellement qui sont confrontés à des situations dramatiques. Moi, ma réponse personnelle, c'est que je ne suis pas sûre qu'on vive mieux, c'est très banal, hein, je ne suis pas sûre qu'on vive mieux avec plus de biens, je ne suis pas sûre qu'on vive mieux dans des sociétés où les liens sont plus difficiles à créer, je ne suis pas sûre que le fait de se déplacer beaucoup plus, mais dans une attitude très rapide comme ça, où on accumule les déplacements, les événements, les expériences, les sensations, je ne suis pas sûre que ça nous fasse plus de bien que d'autres situations. Après, ce qui est sûr, c'est que moi, à 32 ans, j'ai pas connu beaucoup d'autres choses. Ouais. Donc, il y a une grande peur, évidemment, qui est liée à l'imagination, l'imaginaire de qu'est-ce que ce serait autrement. Et comment ça pourrait être sans que ce soit moins bien, sans qu'il y ait une forme de manque. Et je pense que cette peur-là, elle doit être absolument écoutée. Est-ce que ça n'est pas une forme de puritanisme? Moi, je me rappelle quand j'avais 20 ans, par exemple, à l'époque, il y avait ça s'appelait le billet jeunesse, vous savez, pour découvrir l'Europe en train. Ouais. Donc, on était assez écolo au fond de fête, hein, parce que simplement le billet d'avion coûtait cher à l'époque, donc peu de gens pouvaient se l'offrir. Bon. Mais le désir, c'était de découvrir l'Europe, de découvrir le plus possible de pays, de villes, etc. Et j'aurais été très étonné à l'époque, et je pense que beaucoup de gens avec moi, que quelqu'un vienne me dire mais non, finalement, c'est pas tellement bien de découvrir plein de pays, Est-ce qu'il n'y a pas une forme de puritanisme? C'est pas ce que je dis, hein. C'est pas ce que je dis, mais je pense que peu quand même. Non, parce que je pense que c'est à chacun de faire ses expériences. Ouais. Et puis, et je pense qu'on peut expérimenter comme cette sobriété heureuse dont on parle est heureuse. C'est-à-dire comme elle peut être stimulante parce qu'elle est aussi, elle nous rend actrice, acteur. On sait
ce qu'on produit, d'où ça vient. On se sent dans une forme aussi de confiance. Parce qu'on est moins soumis aux aléas de choses qui nous échappent. Et ça me semble quand même important, parce que la confiance et la sécurité, c'est important. Puis, juste pour finir sur ça, moi, j'ai grandi dans une famille très, très écolo, on n'a pas beaucoup voyagé, et on m'a souvent posé la question, mais il te manquait pas quelque chose, t'étais pas triste? Et en fait, pas du tout. Parce que si on l'a pas fait, non. La question du puritanisme, Pablo Servigne, est-ce que vous êtes les nouveaux puritains? Est-ce que finalement cette idée que la consommation c'est mal, alors que c'est un bonheur pour beaucoup de gens, c'est même un désir social qui est une conquête importante, hein, qu'est-ce que vous répondez J'ai jamais à ça? réfléchi sous ces termes-là, de puritanisme. Moi, je vois surtout le consumérisme ou la consommation de masse. Vous parliez du tourisme tout à l'heure. Il y a vraiment une différence entre voyage et tourisme. C'est la différence entre l'artisanat et l'industrie. Quand on industrialise tout et juste voyager, c'est passer un week-end à l'autre bout du monde à boire la même boisson standardisée, puis revenir. La même Ça rue n'a avec les mêmes aucun magasins. sens. Là, ouais. On a besoin de sens et de liens. Ouais. Et on pouvait faire, par exemple, la mondialisation a existé avant le pétrole. Marco Polo et la découverte de l'Amérique, c'était déjà de la mondialisation avec la voile. Pas beaucoup de gens à l'époque. Hein. Pas beaucoup de gens, mais c'est possible. On peut faire en low-tech, en technologie douce. Et sur le consumérisme, c'est pareil. C'est pas une question de bien ou mal. Pour moi, le critère moral, il est dans qu'est-ce qui collectivement détruit les biens communs. Là, on pourrait dire, ok, c'est mal. Actuellement, c'est le cas. Un consumérisme de masse, l'industrialisme à tout va. Ça détruit les biens communs, ça détruit la capacité à vivre et à survivre. Pour moi, voilà, c'est clairement un ennemi, il y a un positionnement. Est-ce qu'à la fin d'un grand rêve, beaucoup ont lu au collège Voltaire ou Montesquieu qui enseignaient que plus les idées, les personnes, les biens circuleront autour de la Terre, plus les peuples se développeront, plus le commerce sera doux, plus la démocratie se développera. Et cette promesse-là, une grande partie de l'opinion, pas seulement les Verts d'ailleurs, effectivement, n'y croit plus. Mais ça dépend de quelle manière il circule, parce que moi je pense que la réponse c'est pas le cloisonnement, l'enfermement, la fin de l'échange. Au contraire, je pense que c'est justement retrouver des échanges. De la même manière que les technologies apportent une possibilité d'échange qu'il faut utiliser, mais qu'il faut utiliser dans un cadre qu'on contrôle et pas qu'elles se retournent contre nous. C'est ce qu'on est un peu en train de vivre. Et non, moi je pense qu'au contraire, et venant d'une famille de scientifiques, je pense que les échanges sont absolument essentiels. Prenons l'apologue de la mangue. Tout à l'heure, pas tout à l'heure, l'autre soir, j'étais à table avec des gens qui en parlaient des fruits de saison ou non. Et puis, alors, il y avait tous les partis, évidemment, ceux qui avouaient qu'ils achetaient parfois du raisin qui vient du Chili, etc., ceux qui avaient honte, ceux qui ont... Et est venue dans la discussion la mangue. La mangue qui ne pousse pas chez nous, c'est juste, hein? Oui. Pas encore. Pas encore. Avec le réchauffement climatique. Ça, c'est un autre problème. Et beaucoup disaient, mais au fond, voilà, la mangue, malgré tout, ça ne pousse pas ici. Et sans doute qu'un Voltaire ou un Montesquieu aurait dit, mais c'est magnifique, le fait qu'à l'autre bout de la terre, un producteur puisse envoyer de la mangue, qu'elle soit consommée à l'autre bout, petit à petit, ça amènera plus de prospérité. Là, on fait pousser la mangue, prospérité veut dire démocratie, etc. Est-ce que c'est fini, la mangue? Mais là, je voudrais dire un truc, parce que là, on est vraiment dans l'histoire, le récit, le mythe libéral. Libéral au sens philosophique du terme. Voltaire, Montesquieu, Rousseau, c'est super, mais ils n'avaient pas du tout la même planète à l'époque. Ils ont fait des rêves et des utopies sur base d'une planète qui pouvait supporter ces rêves. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Et là, on a vraiment un enjeu majeur d'arriver à repenser les libertés, les démocraties découplées de l'abondance matérielle. Et c'est nouveau, on n'arrive pas à faire ça. En fait, on est piégé parce que nos démocraties ont besoin de pétrole et d'énergie fossile. Sinon, elles n'existent plus. En fait, si on n'arrive pas à réinventer maintenant nos démocraties, avec une inventivité politique folle, mais folle, on va mourir. Nos démocraties vont mourir quoi qu'il arrive. Elles vont mourir d'autoritarisme, elles vont mourir du climat, de n'importe quoi, de guerre, de maladie, de famine. Donc on a besoin de plus de démocratie aujourd'hui, sinon elles vont mourir. Et l'autoritarisme fait partie de ça.
Si je peux rebondir sur ça, l'exemple de la mangue, il est intéressant parce que, bien sûr, on s'est dit, c'est un discours qui revient souvent, hein, on va aider les pays du Sud avec un commerce mondialisé. Mais ce qu'on a constaté, c'est que comme on a mis en place un commerce à grande échelle, on a délégué une grande partie de la chaîne. Et qui dit délégué dit aussi des intermédiaires, dit des intérêts autres. Et pour finir, le producteur se retrouve plutôt dans une situation de pression à une production toujours plus grande, toujours plus industrialisée, avec l'usage de pesticides, etc. Et ne touche pas des fruits, disons, mirifiques de sa production. Donc je pense qu'il y a aussi une part de mythe dans ce qu'on a voulu faire avec ces échanges-là. Et puis, comme on parlait de voyage, il n'y a rien de plus beau que de manger une mangue là où elle pousse. Oui, mais il faut y aller. Et... Oui, mais ce sera exceptionnel. Et la mangue sera délicieuse. Vous avez lâché le mot libéral. On avait en plateau chez nous au journal il y a une semaine un politicien de centre droit libéral qui disait: c'est vrai, tout ce que vous dites, il y a une grande partie de vrai, mais le système libéral va pouvoir intégrer ça. Comme il a intégré les exigences sociales dans les années 20 et les années 30, il y avait une poussée de demandes sociales extrêmes, souvent violentes, ça a donné la révolution de 1917, etc. Mais le mouvement libéral qui a cette souplesse, la démocratie libérale qui a cette souplesse de pouvoir incorporer même les oppositions, en a tenu compte. Et la gauche est entrée dans les gouvernements, comme sans doute les Verts vont entrer dans beaucoup de gouvernements ou le sont déjà ailleurs en Europe. Et puis le système libéral va changer, c'est bien. Et lui, il était libéral et il disait: c'est bien, il faut accepter les critiques. Les critiques aident à changer. C'est ceux qui disent, au fond, le socialisme a aidé le libéralisme à survivre parce qu'il a donné plus de droits aux ouvriers. Voilà. Les ouvriers ont davantage consommé, etc. Est-ce que vous pouvez adhérer à cette vision-là ? Non, je comprends. Après, il faut s'entendre sur les mots. Quand on dit libéral, après il y a des confusions, libéral économiquement ou libéral philosophiquement. Là, c'était économique aussi, mais disons... Voilà. Et puis derrière, il y a la question du capitalisme, il y a la question... Le capitalisme, alors disons, pour être encore plus clair, oui, le capitalisme, est-ce que le capitalisme peut intégrer l'écologie ? Il intègre l'écologie, déjà. En fait, les risques majeurs avec les catastrophes naturelles, c'est qu'on a un énorme risque d'aller vers un capitalisme vert et d'aller vers une dictature verte. C'est les deux grands risques. Pourquoi capitalisme vert serait un risque, c'est ça alors Mais de tout marchandiser, encore une fois, et de tout reprendre et finalement de rien changer. En fait, si on monétise une manière de sauver, on va dire, une forêt, c'est caricatural. Hein, mais aujourd'hui, le libéralisme, il a une main gauche, une main droite. La main gauche, elle donne des droits à la forêt. La main droite, elle donne un prix. Et la main gauche, elle dit il faut gérer par l'État. La main droite, elle dit par le marché. En fait, les deux sont liés, parce que le marché a besoin de l'État, mais bref, c'est le libéralisme. On peut sortir de cette alternative incontournable. Et il y a des travaux magnifiques de Elinor Ostrom, la politologue américaine qui est décédée aujourd'hui, qui a eu le prix Nobel d'économie, et qui a étudié toute sa vie les biens communs. Et elle montre qu'on est coincé dans... L'État n'arrive pas à gérer les biens communs. C'est trop complexe pour des bureaucraties. C'est des systèmes très complexes. Et le marché n'y arrive pas. Les deux n'y arrivent pas. Il faut sortir. Et ce qu'elle a montré, c'est qu'il y avait une troisième voie. Il y a effectivement les biens publics avec l'État, il y a les biens privés avec le marché, et il y a les biens communs avec l'autogestion des personnes concernées localement. Et c'est des règles complexes. Ce sont des règles. C'est pas juste chacun fait ce qu'il veut. Il y a des règles. Voilà. Et quand souvent on entend « oulala, il y a un risque de Khmer vert, dictature verte ». Qui dit ça ? Ce sont les gens qui bénéficient de la liberté totale. C'est-à-dire que les bourreaux, en fait, ceux qui attaquent le climat, ceux qui détruisent la planète et prennent les ressources, ils n'ont pas envie d'avoir des règles qui les contraignent. Donc, ils brandissent l'argument de la dictature, etc. Donc là, vraiment, il faut faire attention aux mots, savoir de quelle posture on parle, etc. Et c'est vraiment un débat miné. Et je pense qu'il faut plus de démocratie et que, effectivement, l'autoritarisme vert et le capitalisme vert sont deux risques majeurs. Vous aussi, le capitalisme, pour vous, il est arrivé à un terme ? Pour vous aussi, les Amazones ? En tout cas, tel qu'il est vécu et conçu aujourd'hui et tel qu'il continue d'être pensé et d'être reproduit. Et on est face à cette idée qu'il faut justement avoir toujours plus, produire toujours plus. Et si la seule réponse est « il faut produire plus vert », on se heurte de toute façon à la question
des énergies fossiles, des matières premières, des ressources, de la biodiversité. Enfin, on n'arrive pas à en sortir. Donc je pense que Donc pour vous, l'argument selon lequel les énergies renouvelables vont permettre une croissance, une vraie croissance comme elle a existé, il est faux. j'y crois pas, Ouais, honnêtement. En revanche, je pense que c'est pas pour autant qu'il faut pas faire les énergies bien renouvelables, sûr. parce qu'on continue d'avoir besoin d'énergie. Et ça, c'est absolument essentiel. Mais Donc il faut décroître. ben, je pense qu'il faut trouver d'autres systèmes et Ouais. d'autres valeurs et mettre en avant d'autres valeurs. Et je pense que si on passe dans un système d'échange, d'entraide non monétaire, alors on ne Mm. sera peut-être pas dans une croissance purement monétaire du PIB. En revanche, on peut être dans un système de liens qui fonctionne, qui assure je dirais un long terme à nos façons de fonctionner. Mais ce qui est difficile, c'est de commencer, de le mettre en place et puis de pouvoir ensuite arriver jusqu'en haut. Parce que là, je partage assez sur l'idée que ça doit venir très localement, de façon de fonctionner, de communautés d'échange, aussi même de production d'énergie, de production alimentaire, etc. Mais ensuite, on doit pouvoir, en tout cas dans notre système tel qu'il est actuellement politique, le traduire par un cadre qui permet de le mettre en place. Vous dites des règles, mais qui va les imposer? Mais ça, c'est la grande question, c'est du cas par cas. Et dans les biens communs, Elinor Ostrom, elle montrait bien qu'une nappe phréatique, un système de pêche, de forêt, devait être géré par les usagers. Et c'est ça le problème. Donc là, chaque bien commun est différent. Après, quand on parle de l'air, ou le jazz, ou la culture, les fêtes nationales, tout ça, ce sont aussi des biens communs. Là, voilà, tout est à discuter au cas par cas. Mais c'est complexe. Et ce qu'elle nous montre, et c'est une formidable leçon, c'est qu'il faut entrer dans cette complexité et commencer à affiner notre... Et ça, c'est plutôt enthousiasmant. Moi, en tant que biologiste, je nage dans la complexité des écosystèmes et des espèces, des interactions. C'est magnifique. Et on a vraiment beaucoup à apprendre de ces interactions, du vivant, des principes du vivant. Si on les applique à nos modes de vie, ça va beaucoup mieux, en fait. Si on s'y arrête un instant, vous avez accompli des études d'agronome, vous avez étudié les fourmis, c'est juste? Oui. Et je vous entendais dire, voilà, les fourmis sont des exemples qui montrent que plus de solidarité amène plus de survie. Pas que les fourmis, en fait, il y a des centaines, des milliers d'espèces sociales. Dans les mammifères, les primates, les insectes, même les bactéries, les champignons, les arbres. En fait, toute la vie est sociale. Et tous les individus, tous les organismes vivants sont impliqués dans des relations mutualistes, d'entraide, de coopération. C'est absolument magnifique. Donc c'est le livre L'entraide, l'autre loi de la jungle, qu'on a écrit avec Gauthier Chapelle, qui est aussi biologiste et agronome, et qui montre un principe de l'évolution qu'on a repris de Kropotkin, le fameux anarchiste, le géographe anarchiste, le tsar russe, enfin le prince en tout cas russe, géographe et anarchiste, qui a adoré Darwin et qui voulait aller voir sur le terrain comment se passaient ces principes de sélection naturelle. Et lui, contrairement à Darwin qui allait voir dans les forêts tropicales, où il y avait de la compétition effectivement, mais de la coopération aussi, Darwin l'a jamais nié, il allait voir en Sibérie. Et ce que Kropotkin a montré, et ce que la biologie un siècle après a montré aussi, c'est que ceux qui survivent ne sont pas les plus forts, c'est ceux qui s'entraident le plus. Et et ce qu'il montrait, c'est formidable, et c'est contre-intuitif, c'est plus un milieu est hostile, et disons avec peu de ressources, plus l'entraide se déploie. Et c'est tout simple, et nous ça nous paraît fou, parce qu'on est dans une société d'abondance qui justement déploie la compétition, et c'est paradoxal. Et en fait c'est simple, c'est que dans un milieu hostile, ceux qui ne s'entraident pas, ils meurent. Ils ne sont pas sélectionnés par l'évolution, c'est tout simple. Alors que dans un milieu d'abondance, et nous on vit dans un milieu d'abondance, dans le pétrole, dans le consumérisme de masse, on est tellement riche individuellement qu'on peut se permettre de dire à notre voisin, j'ai pas besoin de toi, moi je peux vivre tout seul. Et ça, c'est pas possible. C'est un luxe. En fait, la compétition, c'est un luxe de riches. Dans le titre du débat, il y a la citoyenneté, l'engagement citoyen qu'on peut avoir. Je vous entendais parler de ce qu'on peut faire. Je suis étonné de voir que simplement la voie démocratique classique, vous la mentionnez peu au fond. Est-ce que simplement le pouvoir, est-ce que vous voulez le pouvoir, les Amazones? Non. Mais pourquoi?
Non, mais à titre individuel, Je vois bien, je vois mais pas, disons, je vois pas les l'intérêt. Verts, voilà, Mais, pardon, je me permets. non, mais ce que je veux dire, enfin, de manière plus générale, c'est-à-dire, j'aimerais, bien sûr qu'il y a une ambition de pouvoir quand on a envie d'infléchir des lois, de donner un cadre, bien sûr que c'est une façon d'exercer un pouvoir. Et ça, je pense qu'il faut pas se mentir, et puis avec une idée que on va dans la bonne direction. Enfin, et d'ailleurs, je pense que mes adversaires ont exactement la même idée, sauf que on a une conception différente. En revanche, de mon point de vue, il faut absolument qu'on puisse faire dialoguer davantage. C'est-à-dire que ce qui m'a surpris cette dernière année, c'est un discours. J'ai eu beaucoup d'échanges avec des jeunes engagés, des plus jeunes engagés pour le climat, et qui disaient ah mais les politiques vous faites rien, vous êtes nuls, blablabla. Et puis vous devez faire, et puis on va vous obliger, vous allez voir. Puis très bien, moi je me réjouis de voir, mais au-delà de ça, la question c'est pas il y a eux, il y a nous, et puis il y a les méchants, il y a les gentils. Enfin, je pense que chacun doit faire à son niveau, et qu'il faut qu'on puisse passer de ce discours accusateur à un discours très très actif. Et je pense aussi que ces expériences de démocratie participative locale, il faut que ce soit ça qui émerge, qu'à un moment, au lieu de dire toujours mais vous les adultes, les grandes personnes, vous devez faire ci, faire ça, bah, faisons-le, enclenchons-le, et puis si on veut, imposons-le par le bas, et chacun agissons à notre niveau. Mais si on pense aux précédents socialistes, il y a au fond une espèce comment on appelle ça, de protocole historique qui a fonctionné, bien ou mal, ça vous le direz, mais voilà, les socialistes se sont battus, ils ont obtenu souvent le pouvoir dans des gouvernements, en alliance ou à plein, ils ont changé les choses. On a l'impression que ce protocole-là, vous y croyez relativement peu, parce que spontanément, vous parlez des petits groupes organisés, des communautés, on en reparlera peut-être, il y a ceux qui croient à l'action plus offensive, genre extinction, rébellion, etc. Mais ce protocole classique démocratique qui a montré quand même chez les sociodémocrates des succès énormes, ils ont changé la face du monde avec ça. On n'a pas l'impression que vous y croyez tellement spontanément. Non, effectivement. Pourquoi ? Parce que je suis assez persuadée qu'on ne peut pas déléguer. En fait, il y a une part d'action et de responsabilité qu'on ne peut pas déléguer. Et une chose qui me surprend souvent, c'est qu'on vient me voir et dit « Ah, bravo pour votre élection », vu que ça s'est arrivé récemment. C'est bien qu'il y ait des gens comme vous. Heureusement que vous faites ça. Et puis c'est un peu, voilà, tac, mon fardeau, je te le passe. Et en réalité... Mais ce que vous dites, c'est quand même assez énorme. Vous dites que la démocratie représentative, vous y croyez un peu moins que d'autres générations. C'est pas. C'est quand même ce qui ressort de ce que vous dites. Oui. Je pense que ça suffit pas, en tout cas, oui. Et je pense que je suis persuadée qu'il faut agir par plus de collaboration, puis plus de possibilités d'action. Mais c'est de la même manière dans les entreprises, toute la question de la possibilité qu'on a en fait d'être soi-même, de jouer un rôle, de pouvoir dire non. On l'a vu dernièrement avec toutes les questions féministes, de pouvoir dire non, je ne fais pas partie de ça. Et de mon point de vue, si on veut un changement sociétal, on doit le faire comme ça, avec et ensemble, d'en haut, d'en bas. C'est extrêmement difficile. De toute façon, je pense que c'est des champs de tension qu'on va pas réussir à gommer et qui sont toujours là. Mais il faut continuer de les travailler. Et le pouvoir paternaliste, c'est peut-être ça la réponse, le pouvoir paternaliste ne m'intéresse pas, effectivement. Pablo Servigne, la conquête du pouvoir par les milieux pour le climat, par les milieux écologistes. Oui, mais moi je trouve qu'il y a une question d'échelle. Tout est trop grand, et c'est-à-dire quand il y a des grands systèmes, il y a du coup des hiérarchies pyramidales, et ça c'est un grand problème. Ça crée de la compétition, des inégalités structurellement parlant. C'est toxique pour des groupes. Donc moi je pense qu'il faut moins de hiérarchie, plus d'horizontalité, et nos démocraties aujourd'hui sont malades. Est-ce qu'on peut encore les appeler démocraties? C'est une vraie question. Hervé Kempf, dans son livre, les appelle oligarchies. Et on a des problèmes de représentativité, justement, donner des mandats, carte blanche pendant 4 ans ou 5 ans à quelqu'un. Voilà, est-ce qu'on ne devrait pas aller vers des mandats un peu plus directs, des mandats impératifs, je ne sais pas, vers des démocraties plus
voilà, plus décentralisé, enfin inventer des choses. On ne sait pas si ça va marcher, en tout cas ça vaut le coup d'essayer. En ce moment en France, il y a beaucoup d'inventivité du côté des Gilets jaunes. Au début, c'était vraiment de l'indignation, de la colère, et puis en une année, ça s'est vraiment déployé dans une sorte de laboratoire social et politique assez enthousiasmant, avec des théories comme le municipalisme libertaire, avec plein de choses. Nos démocraties, elles sont aussi malades parce que ça ne suffit pas de voter, il faut aussi des bons systèmes d'information, et là, je pense qu'il y a des graves, c'est même plus des lacunes, c'est des... Enfin, c'est... torsion, je ne sais pas comment dire, beaucoup de médias appartiennent à des marchands d'armes, etc. Donc il y a vraiment un problème de médias. La démocratie, c'est avant tout des bonnes communications, etc., etc. Donc il y a la conquête du pouvoir avec les appareils d'aujourd'hui, pour reprendre vos questions. Moi, je ne m'implique pas dedans, j'y crois pas du tout, et je pense que c'est toxique. Après, j'ai envie de croire à l'échelon municipal, et comme disait Lisa, à quelque chose qui pousse du bas. Aujourd'hui, il y a un changement, il y a des bascules au niveau populaire. On pourrait s'engager là-dedans. Vous comprenez que ce que vous dites puisse heurter une grande partie de gens qui se disent quand même c'est un acquis, la démocratie, de la liberté qui est énorme, et dire au fond... Mais c'est pas la démocratie ou la liberté, c'est un type de démocratie qui est gravement malade, donc il faut l'améliorer. Je pense qu'on peut comprendre ça, mais c'est difficile. Mais pour l'instant, aucun pays n'est géré selon ce que vous dites. Non, mais justement, c'est d'autant plus enthousiasmant qu'il faut y aller, il faut se retrousser les manches et il faut y aller. Après, c'est pas dit que ça soit non plus une solution miracle, je sais pas, moi je suis vraiment dans l'expérimentation et au moins il faut nous laisser tester les choses, quoi. Mais si je peux quand même rebondir, c'est vrai qu'en Suisse, on a une expérience de démocratie qui est très particulière et qui justement est très décentralisée, a beaucoup de possibilités au niveau local pour agir, est multipartite, ce qui assure quand même une diversité d'opinions, y compris au sein du gouvernement, donc c'est pas une carte blanche à un parti. Et dans ce cadre-là, moi, je trouve personnellement que c'est intéressant, même si je pense qu'il y a encore des adaptations à faire et qu'on doit continuer de travailler sur notre démocratie. D'ailleurs, elle a déjà évolué en réalité. Mais c'est quand même un cadre et une conscience qu'on ressent entre citoyennes et citoyens suisses sur lequel on peut se baser. Est-ce qu'il y a quelque chose comme l'apocalypse joyeuse en Suisse ? Je veux dire, on vit quand même, si on redescend sur Terre, on vit dans un pays très riche en moyenne. Il y a de la pauvreté, bien sûr, mais en moyenne très riche, qui va très bien en moyenne, encore une fois. On fait tous les comparatifs du monde. Voilà. Même la crise du coronavirus renforce le franc suisse, qui pose d'autres problèmes. Enfin, voilà, il est très haut, le franc suisse. Je ne sais pas si vous avez prévu avec que ça fait des festival heureux quand même. tout à l'heure. Voilà. Ouais, on est là, disons. C'est quand même une démocratie qui fonctionne très bien. Je ne dis pas que c'est le paradis sur Terre, mais enfin, est-ce qu'il y a une forme d'inconscience, d'après vous ? Non, je pense pas. Non, dans la génération d'avant, Jean de Ziegler, je ne me rappelle pas l'année, mais c'était 76, il avait signé la Suisse au-dessus de tout soupçon, où lui assumait ça. Il disait, voilà, la Suisse, en fait, il avait ce langage très grandiloquent, c'est le sang des pauvres, etc., c'est l'argent caché. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous tenez le même langage en disant, on vit sur un volcan, on vit dans l'illusion ou non ? Je crois vraiment qu'on vit au détriment d'autres pays. Enfin, si vous prenez par exemple l'aviation en Suisse, c'est près de 20% de nos émissions de CO2. Dans le monde, c'est environ 5%. Les Suisses prennent en moyenne 2 fois plus l'avion que les pays voisins. On sait que 10% de la population est déjà montée dans un avion, alors que nous, ça nous arrive très très régulièrement. Donc c'est clair qu'on vit sur le dos d'autres populations géographiquement et d'autres populations dans le temps, parce que c'est aussi un problème de durée. Mais je crois que les gens le savent. Je pense qu'ils le savent, et je pense qu'il faut qu'on puisse... Le problème, c'est que si on veut en sortir, c'est qu'il faut qu'on puisse donner des alternatives, donner confiance, donner envie. Et c'est ce sur quoi on travaille, et c'est là où la démocratie, je dirais, l'expérience de la collaboration et du faire à petite échelle peut permettre de faire le pas. Qu'est-ce qu'on peut faire demain matin? C'est toujours la question. Voilà, quand on dit changer dans sa vie des choses... si on prend vraiment monsieur et madame tout le monde, alors voilà, par exemple, là, c'est très mal, j'ai une bouteille en plastique, par exemple, voilà. Non, mais sans tomber dans l'anecdote, mais l'anecdote est souvent révélatrice, hein. Monsieur et madame tout le monde, qu'est-ce qu'il peut faire demain matin ?
C'est une bonne question. Il peut faire énormément de choses. Déjà, il peut commencer par parler à son voisin et lui demander, ou sa voisine, lui demander ce qu'il va faire et ce qu'ils vont faire ensemble. Ensuite, il y a moi, je pense qu'il y a énormément de choses à faire au niveau local, mais évidemment, il y a un cadre global à changer, et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on est en Suisse, le siège d'un grand nombre de grandes entreprises multinationales qui sont actives dans le domaine des matières premières, et là, on a un rôle, évidemment, au niveau du cadre légal. Et c'est pour ça que... on a toujours tendance à mettre en opposition le fait d'agir localement ou le fait de mettre un cadre légal ou un cadre, je dirais, qui vient d'en haut. Je pense qu'il faut faire les deux. Je pense que ce serait une erreur de tout miser sur le cadre. Ce serait aussi une erreur de tout miser sur en bas. Qu'est-ce qu'on fait demain Moi, je ne sais pas ce qu'on fait demain matin, mais parce que je me rends compte que votre question est intéressante, on ne me l'a jamais posée, mais moi, ça a mis des années à rentrer, déjà à comprendre. Il y a un gloubi-boulga dans le cerveau, là, et puis à un moment, ça s'éclaircit, et puis ça a mis du temps à descendre dans le corps et à changer nos vies. Moi, ça m'a mis 10 ans. Et je remarque dans le public, j'ai fait pendant des années des conférences, il y avait beaucoup d'affects qui sortaient, de tristesse, de colère, quand on découvre les mauvaises nouvelles, quand on découvre que nos enfants ils vivront moins bien que nous, qu'on peut peut-être subir un effondrement massif de notre vivant, que les abeilles sont en train de déjà disparaître, qu'il n'y a plus d'oiseaux. Et ça nous fait... Ça met des jours, des mois déjà à passer ces courbes du deuil, mais... à intégrer, à changer de vie. Il y a des gens qui m'écrivent, des jeunes, qui disent « Je suis en école d'ingénieur, en fait, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire ? Quelles études il faut faire pour faire de la collapsologie ?» Enfin, est-ce que je dois arrêter mes études ? On me pose ces questions. Donc, en fait, on a besoin de sens, de sens et de lien, je disais au début. Et le grand risque de penser ces catastrophes, la collapsologie, c'est réfléchir aux catastrophes, c'est ça. Le grand risque, c'est que ça efface, ça coupe nos horizons, en fait, ça éteigne nos horizons. On a besoin de réouvrir des horizons en permanence. On a besoin de réinventer du nouveau. Et donc voilà, demain, ça prend pas 3 heures. Il n'y a pas de solution de miracle. Je ne peux pas vous vendre un pack transition, 29,50 € et puis vous allez vous en sortir. C'est pas si facile que ça. Donc il faut vraiment arriver, c'est l'objet de notre dernier livre, là, Une autre fin du monde est possible, c'est un chemin intérieur, psychologique aussi, hein, c'est politique, mais c'est aussi intérieur. On va devoir revoir notre rapport au monde. Il y a des questions émotionnelles, psychologiques, artistiques, spirituelles. C'est quoi notre rapport aux animaux, notre rapport au futur ? Tout ça est incommensurable et ça prend des années et on n'a pas des années. Comme on disait tout à l'heure, il y a urgence. Et le paradoxe, il est là. Donc, je sais, moi, je suis aussi perdu que vous, que tout le monde. On a besoin de s'entraider et d'avancer ensemble le plus calmement possible en sachant qu'il y a urgence. Pour prendre l'image de Jacques Chirac, la maison est en feu. Vous vous souvenez, hein, c'était à Johannesburg, au sommet de la Terre. Et il disait, la maison est en feu, les gens regardent d'ailleurs. Bon, quand la maison est en feu, il y a urgence. On fait quoi ? On fait ça ? On va parler à son voisin, on prend des seaux, on appelle les pompiers, je sais pas, on agit. Mais c'est compliqué. En tout cas, on est là tous dans la même galère. Et ça se fait pas en 2 jours, quoi. Comment est-ce qu'on renoue avec la nature ? Ça me frappe quand on relit l'Odyssée ou l'Iliade, les chevaux d'Achille qui pleurent, ou bien les scènes très belles de sensibilité à la souffrance animale ou à la nature, une séparation d'enfants avec leurs parents, qu'on compare à une chouette à qui on a retiré ses oisillons, etc. On est très loin de ça, hein. Et les anti-écologistes d'ailleurs disent, les écologistes aussi sont très loin de ça, ils ont un discours aujourd'hui assez technicien, on les entend beaucoup parler carbone, etc. Mais le vrai rapport à la nature quotidien, est-ce que ça se retrouve, ça ? On le voit avec les incendies en Amazonie qui tordent le ventre, hein. Je pense qu'en fait, c'est pas si compliqué de renouer à la nature. Moi, ça m'a impressionné. Ça tire les larmes de voir une forêt en feu. C'est incroyable. Et en plus, on a de la chance en Suisse parce qu'on est vraiment très près de la nature. Enfin, on a quand même, je trouve, en Suisse une proximité, une immédiateté à la nature qui nous aide. Et
Et au-delà de ça, enfin, je crois que on renoue à la nature, mais en tant que nature qui nous accueille, hein. Donc nature qui est un peu le berceau de nos échanges. Donc on peut aussi renouer à la nature dans un contact social. Enfin, c'est aussi, je pense que c'est pas forcément le fait de revoir la nature comme extérieure à nous et qu'il va falloir protéger, mais c'est bien au contraire de la prendre à l'intérieur, hein. Le changement de vie total, est-ce qu'il faudra s'y faire? Est-ce que ça veut dire vraiment, comment s'appelle-t-il déjà cet auteur qui vit dans le sud de la France et qui propose de vivre un peu comme dans le hameau de 1905? Ah, Pierre Rabhi. Pierre Rabhi. Moi, j'étais très frappé. Il était venu chez nous en rédaction il y a quelques mois. Et puis, la discussion d'abord était très chaleureuse. Tout le monde était très content de le voir, etc. Et puis, petit à petit, quand il commençait à dire non, mais Internet, il ne faut pas utiliser du tout Internet. Et là, déjà, certains commençaient un petit peu, parce que même les plus, voilà, ils trouvent quand même qu'Internet, c'est sympa, quoi. Et puis, ils disaient pas d'eau chaude, ils ont l'accumulation, ils disaient pas plus du tout d'eau chaude, mais enfin, voilà, ils disaient vraiment vivre. Et ce discours-là, tout à coup, ça plaisait beaucoup moins. Quand on est général, qu'on dit on va tous vivre, on va en démocratie municipale, ça, tout le monde peut, ça mange pas de pain, on est d'accord. Mais quand on dit se priver d'Internet, par exemple, se priver de Netflix, se priver de tout ça, c'est drôle et pas drôle en même temps. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez, au fond? moi, me priver d'Internet, non, je ne crois pas. Ça consomme énormément, par exemple. Ouais, Le Internet streaming, consomme etc., c'est énormément. massif, hein. Oui. Alors, On voit ça dans les discussions avec les enfants. mais, Ils vous disent, les enfants adorent vous dire s'ils voient une bouteille en plastique, ils vous font la leçon, mais se priver de film, alors ça, c'est inimaginable pour eux, hein. oui, mais parce qu'en fait, c'est la culture. Enfin, c'est la culture, c'est le fait de vibrer, c'est les échanges. Ouais. Puis Internet, c'est les échanges. Ouais. Donc la question, c'est comment on peut garantir les échanges, la circulation des savoirs, la circulation de l'information. Enfin, Internet a donné accès à l'information d'une manière et au savoir d'une manière quand même invraisemblable. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un grand mensonge? Disons, moi, je vois la génération de mes parents. J'avais une mère, par exemple, qui n'a jamais pris l'avion de sa vie. Et c'était tout à fait normal à l'échelle de sa vie. Aujourd'hui, quand vous dites ça à des enfants, alors qu'on peut très bien se passer de prendre l'avion toute sa vie, c'est pas un problème, objectivement. Mais en fait, personne n'y croit aujourd'hui. C'est ce non? que fait 90% de la Vous y croyez, vous, population, vraiment? disons. Mais, Oui, non, mais là, Vous on voyez a vraiment une qu'on puisse question se de passer récit. complètement, oui? Là, c'est ce que je disais, il y a une question d'horizon, de récit. On se raconte des histoires qu'on va pouvoir voyager comme ça aux quatre coins du monde en avion et que c'est indu et que c'est même, et que c'est facile. Mais c'est une histoire qu'on se raconte. On pourrait se raconter d'autres histoires. Il y a d'autres manières de voyager. C'est quoi l'exemple que vous preniez tout à l'heure? La mangue. Il y a la mangue, mais Ouais. je voulais dire un truc sur juste avant. Zut, ça m'échappe. Mais là, pardon, la plupart des gens qui nous entendent, si vous leur dites, voilà, Oui, au fond, Netflix. vous pouvez vous priver complètement de voyager pendant le restant de votre vie, ce qui est vrai, c'est strictement vrai. On peut avoir une vie très heureuse sans voyager. Mais On peut vous marcher, savez très bien que la plupart d'entre eux vous diront, oui, bon, je voyagerai moins, sans doute. Non, mais etc. c'est pas une question de volonté, c'est une question de contrainte. La décroissance, c'est un projet politique, on est d'accord? On est d'accord ou pas d'accord avec, mais c'est un projet politique. Qu'est-ce que c'est la décroissance? C'est essayons collectivement de ralentir, de réduire, de revenir à un impact moins important ensemble de manière coordonnée. Pourquoi? Parce que sinon, ça sera une décroissance subie. Et c'est quoi une décroissance subie? C'est un effondrement. On n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. On avait le choix il y a 30 ans, il y a 40 ans avec le rapport au Club de Rome en 72. On avait le choix. On a décidé, enfin nos ancêtres ont décidé de ne pas le faire. On n'a plus le choix. Donc maintenant, le seul choix, c'est est-ce qu'on décroît de manière subie ou volontaire. Et c'est tout. Et Internet, moi j'aime bien Internet. Encore qu'il y a des Internets différents. Quel Internet on veut? C'est une bonne question. Ça consomme énormément, sans ressources, sans cuivre, sans plastique, sans serveur, sans électricité, sans uranium. Comment on fait marcher Internet? Donc moi, je voudrais un Internet low-tech, des Internets, il faut une diversité aussi. D'autres Internets sont possibles, et encore, c'est pas obligatoire. D'autres manières de voyager sont possibles, etc. Il faut tout repenser à chaque fois. Dans l'ordre du mensonge, mais peut-être du pieux mensonge qu'on se fait à soi-même, et après on va passer aux questions, puisque des questions vont nous arriver aussi du public, l'américanisation. Parce qu'au fond, ce modèle de consommation, certainement extrême, c'est un modèle américain, hein. Est-ce que là aussi on ne se ment pas? On l'a vu dans les récentes affaires de la NSA, on l'a vu chez nous en Suisse dans la récente affaire crypto.
En réalité, il y a quelque chose dans notre société qui est de l'ordre des petits Gaulois qui étaient colonisés par les Romains, qui faisaient comme si, mais non, quand même, on avait, voilà. Ça m'est arrivé souvent, encore récemment, quand vous faites des discussions dans les unis, ils vous disent, ah, la NSA, là, etc. Puis en fait, tous ont des appareils, ils utilisent une technique presque 100% américaine, hein. Et on est dans un modèle de développement qui est, au fond, américain. On peut vraiment sortir de ça, J'en sais rien. J'espère. hein? J'espère. Vous parliez d'Internet. En réalité, le monde d'Internet, c'est le monde américain. Mais déjà, les d'ailleurs. Américains, est-ce qu'ils pourront s'en Ouais. sortir de leur mode de vie? Mm. Et puis, ouais, et nous aussi, mais Ouais. ça va être compliqué, enfin, je pense. Mais c'est, enfin, disons, c'est quand même nous ensuite qui décidons. Enfin, bien sûr que ça s'est développé, c'est maintenant en main d'eux, mais je crois qu'il faut aussi. Moi, j'ai tendance à me méfier quand on externalise. En fait, c'est telle autre instance qui a décidé, c'est telle autre personne. Enfin, à un moment, c'est devenu aussi ce que nous on vit et ce qu'on vit au quotidien. Et puis, crypto, ça le montre très bien dans le sens où on est complètement dedans et on en tire aussi un profit. Donc c'est aussi à nous de se poser la question sur le profit qu'on veut et au prix de qui. Et toutes ces questions climatiques, c'est la question au prix de qui. Et c'est une question éminemment de droits humains et de justice, hein. Je vous propose d'entendre les questions du public immense, beaucoup plus grand encore que ce qu'il aurait Cyberpublic. été le cyberpublic. Voilà, je crois que c'est Cynthia, c'est vous Cynthia, n'est-ce pas? Qui allez les lire. Voilà, alors question du public. La première ce soir, c'est pourquoi pensez-vous qu'on soit incapable de réagir aussi rapidement et radicalement contre le danger climatique, qu'on l'a fait contre le virus? C'est une question de nature de la menace et du risque. Le virus a des dynamiques et des manières de fonctionner beaucoup plus simples que le climat. Déjà, le climat, c'est des systèmes très complexes qui nous dépassent et on n'a pas de solution toute faite. Alors que pour les virus, les épidémiologistes et les médecins ont déjà des protocoles et c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Est-ce que ça ne met pas effectivement le doigt sur un double discours de beaucoup de gouvernants qui font comme si il y avait urgence, mais en réalité, ils n'y croient pas vraiment? Urgence sur quoi? Climatique. Ouais. Mais évidemment, il n'y a pas le même degré de réaction que dans un cas comme le coronavirus, par exemple. Certainement, et en même temps, même dans le cas de l'urgence climatique, je ne me souhaite pas d'avoir M. Berset ou qui que ce soit d'autre, conseiller fédéral, qui vient nous dire j'ai décidé avec des experts que ce serait comme ça, puis ce sera comme ça. Donc je pense qu'il faut... Bien sûr qu'on est impressionné par la rapidité des mesures qui sont prises par leur ampleur, mais en réalité, on les subit aussi. Donc, elles ne fonctionneront pas de cette manière-là, si c'est notre objectif. Mais un virus, avec un peu de chance, c'est une bonne grippe. Dans 3-4 mois, c'est passé. Oui. Il y a quelques mesures à prendre. Le changement climatique, il faut revoir toute notre manière de vivre, d'être au monde. Et en plus, ça va durer des siècles, voire des millénaires. Donc, ça n'a rien à voir, la menace. Cynthia. Oui, alors la deuxième question, elle nous vient d'Emmanuel qui vous demande que fait la Confédération suisse concernant les migrants climatiques, visage humain d'un dérèglement planétaire? C'est un grand débat. Alors normalement, ils sont protégés, ils peuvent être reconnus comme réfugiés. La question, c'est de manière générale que fait la Confédération suisse pour les réfugiés. Et c'est là que ça pêche un peu, de la même manière que pour les réfugiés climatiques. Mais c'est clair que c'est une question qu'on va devoir toujours plus se poser. Le manque actuellement, c'est qu'on n'a pas de couloir humanitaire, donc on n'a pas de façon non plus de pouvoir les aider au cas par cas, avec aussi des personnes qui soient accueillies directement, comme ça devrait être le cas dans le cadre de conflits, notamment de guerre. Si on est très concret, le type du migrant climatique, c'est qui, par exemple, aujourd'hui? Quel pays, quelle situation? J'ai pas une situation comme ça, mais on peut imaginer une catastrophe qui, du jour au lendemain, détruit les habitations, détruit les moyens de subsistance. Et puis, Parce que ça aussi, ça vous est reproché par les voix critiques. On dit les migrants climatiques, mais quand on dit donnez-nous un exemple précis et immédiat,
Vous dites on peut imaginer. Et les victimes des ouragans, enfin des tempêtes, mais partout, hein, même aux États-Unis. Et après, on a vu que Mais ça ne devient pas des migrants, les migrants climatiques. Non, mais la plupart des migrations sont Ça. intra-nationales. Alors, un exemple de pays. Et alors des pays, il y avait l'exemple de la Syrie. Vous savez, la crise en Syrie, c'était 2011, je crois, quand il y a eu ces printemps arabes ratés. Et c'était suite à des sécheresses, 4 ans de sécheresse exceptionnelles, de 2006 à 2010, qui ont mis 1 million de personnes fait migrer dans le pays vers les villes. Et puis il y a eu une migration d'1 million de personnes d'Irakiens due à des conflits. Et ça a mis 2 millions de personnes en Syrie. Donc c'était vraiment une poudrière. Et là est arrivé le printemps syrien avec un régime autoritaire et ça a mal fini. Donc c'est un exemple, c'est-à-dire que le climat est un des facteurs déclencheurs des conflits, des guerres, des maladies, des famines. Ça, c'est connu depuis l'histoire de l'humanité. Et c'est un paramètre majeur qui s'aggrave, donc il faut en tenir compte. Dans le cas syrien, ce n'est pas le climat qui a provoqué la révolution en Syrie. Mais je vous le dire, ça aggrave dans beaucoup de situations. C'était un des déclencheurs, oui. Cynthia. Oui, alors maintenant, on a une question de Marie-Christine qui précise qu'elle a 15 ans. Elle demande quelles classes sociales en Suisse sont les plus confrontées au changement climatique. De manière générale, c'est les classes qui ont le moins, qui sont plus confrontées aux dommages de la pollution, par exemple, ou du changement climatique. Enfin, le fait de ne pas avoir le choix, puis de moins avoir les moyens de s'adapter par défaut de biens, joue un rôle. Donc, en tout cas, on peut le prendre de manière générale, autant en Suisse qu'à l'international. Après, on a évidemment des cas particuliers qui vont être différents. Mais ça montre que toute la question du changement climatique est aussi une question de redistribution des richesses et des pouvoirs. Et on pourrait dire que tous les Suisses sont concernés par le changement climatique. C'est pas qu'une question suisse. Et c'est justement, il y a une solidarité internationale, interclasse, internationale à avoir. C'est clair. Après, il y en a qui ont davantage les moyens de s'adapter ou de trouver des solutions au cas par cas pour s'en prémunir. Alors, Guillaume, il a une question adressée à Pablo Servigne. Personnellement, comment vous préparez-vous aux effondrements à venir, psychologiquement et d'un point de vue pratique, pour la satisfaction des besoins vitaux ? Alors, psychologiquement, ça c'est une bonne question. Je disais tout à l'heure qu'il y a des affects absolument terribles qui peuvent durer très longtemps. Donc pour moi, le conseil, c'est de bien s'entourer, d'avoir un environnement psycho-affectif stable et rassurant et de prendre soin. Et nous-mêmes de prendre soin des autres, donc d'être à l'écoute. On a besoin d'en parler, on a besoin de s'écouter. Donc de ne pas vivre ça tout seul. Et puis matériellement, alors là moi je suis un très mauvais élève parce que j'ai décidé depuis 10 ans de faire de l'éducation populaire, donc je me retrouve avec des micros sur scène devant des caméras à essayer de comprendre et de faire comprendre les choses. En attendant, mes enfants sont à la maison, le potager n'avance pas. Qu'est-ce que vous avez comme potager ? Ah, c'est lamentable, c'est vraiment ridicule. Du coup, moi, c'est ma compagne qui s'en occupe et elle est découragée. Non, et en fait, on s'est rendu compte que dans la vie locale, parce qu'il y a des vies locales, on n'est plus en ville et c'est très très différent d'être dans un milieu à faible densité de population. Le lien social, le lien avec les voisins est fondamental. Et donc l'implication au conseil municipal, il y a de l'entraide. Comme je suis en montagne, en altitude, il y a beaucoup d'entraide assez spontanément. Et donc ça, pour moi, ça me semble fondamental, plus que même le potager, parce que les voisins ont aussi des potagers, c'est de bien s'entendre avec ses voisins. Et puis maintenant, dernière question du public de Steve, qui dit que la collapsologie n'est pas une science, il y a une grande diversité chez les collapsologues. Que pense Pablo Servigne d'un Yves Cochet qui nous promet un effondrement sociétal dans 10 ans ? Oui, Yves Cochet, il a une formule, donc c'est l'ancien eurodéputé, ancien ministre vert. Il a fait sensation parce qu'il racontait sa maison. Voilà, mais c'était bon. Et il a une formule, il dit l'effondrement, c'est pas pour demain, c'est pour demain matin. Je reprenais votre demain matin. Et en fait, effectivement, la collapsologie, comme on l'a définie avec Raphaël Stevens, c'était
C'était une proposition de discipline scientifique, d'avoir une vision transdisciplinaire, scientifique, rationnelle, des catastrophes, des effondrements présents et des possibles effondrements futurs. Ça reste un maximum rationnel. Ça ne deviendra une science que si les scientifiques, les chercheurs en poste s'en emparent, s'il y a des masters, des thèses et des universités de collapsologie. Ça mettra des années, comme l'écologie, elle met des décennies à se déployer en tant que science. Ceci dit, ce qui est intéressant dans la question, c'est qu'il y a aujourd'hui, on a basculé depuis quelques semaines, il n'y a plus une collapsologie, parce qu'on a créé le terme en 2015, il y a des collapsologies. Il y a des postures, des manières, des sensibilités différentes. Et Yves Cochet, qui est un peu mon père spirituel collapsologue, c'est lui qui m'a proposé de faire un rapport au Parlement européen en 2013 sur l'avenir de l'agriculture en Europe. Et c'est là que j'ai découvert la question du collapse. Et il m'a beaucoup appris. Et donc son livre est assez intéressant, son dernier livre, Devant l'effondrement, parce qu'il est très scientifique. Seulement, il a un problème, c'est qu'il pose un scénario. Il dit de 2020 à 2030, ça sera comme ça, de 2030 à 2040, ça sera comme ça, on va vraiment beaucoup souffrir, et de 2040 à 2050, il y aura une renaissance. C'est un scénario, et le problème, c'est qu'il dit qu'il en donne qu'un, et il dit ça sera ça. Donc il y a un problème de diversité d'horizons, comme on disait tout à l'heure. Ceci dit, il apporte beaucoup de rationnel à cette question. Il est mathématicien, il aime beaucoup les chiffres, et donc tout n'est pas à jeter dans son discours. Je pense qu'il faut s'intéresser plutôt au livre, au temps long, prendre le temps, plutôt que de voir des petites vidéos de 3 minutes où on voit Yves Cochet devant sa maison ou répondre à des interviews. Les interviews, c'est toujours difficile, c'est un exercice difficile. Rater une critique pas là. J'aimerais vous proposer de terminer sur une note positive, heureuse. On a dit souvent, je répercutais ces critiques en disant « Ah, vous êtes des nouveaux puritains, vous avez des phases de carême. » Le bonheur écologique, les moments où vous avez l'impression que cette prise de conscience, parce qu'il se passe un mouvement dans l'opinion incontestable, prenait où il se passait quelque chose d'heureux. Une phrase chacun, 2 ou 3 phrases, comme je veux dire, une scène où vous êtes, où l'espoir ou l'espérance était. Qu'est-ce que c'est ? Des scènes de grande mobilisation, de rencontres, de cohésion. Et moi, je suis persuadée qu'il faut beaucoup de bienveillance vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire qu'on entend, mais qu'est-ce que je dois faire demain ? Mais est-ce que je vais y arriver ? Mais il faut déjà commencer à être tolérant avec soi. Il faut essayer et puis se lancer. Et le fait de sortir de ces rapports toujours compétitifs, on sait le faire. La douceur, on la connaît. Le travail du care et du soin, les femmes le connaissent. C'est des milliers d'heures qui sont consacrées à ça en Suisse. Donc je crois qu'on sait comment le faire. Et il faut se faire confiance. Moi, j'aime bien l'image de Paul Hawken. C'est un activiste états-unien qui recensait dans une conférence la liste de tous les organismes qui militent pour la justice sociale et environnementale. Et du coup, il passait la liste et il disait, en fait, si on la passe là, ça mettra 3 jours. Lundi matin, on sera encore en train de passer. Il y a des milliers, des millions de personnes et d'organismes dans le monde qui sont en train d'œuvrer pour ça. Et il a cette image géniale, il dit, c'est le système immunitaire de la Terre qui est en train de se réveiller. Ça me donne des frissons. Merci beaucoup, Lise Amazon, Pablo Servine. C'est le moment de remercier aussi toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis de manière un peu particulière en ces temps de coronavirus par cette transmission. Et puis merci bien sûr au Festival du film et Forum international sur les droits humains, malgré les circonstances, de continuer ces très bons moments de discussion. Merci beaucoup à chacune et à chacun et bonne soirée.